Salut, alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit audio comme promis sur la notion de virilité. Virilité, on va l'aborder sous trois quatre questions, trois quatre thèmes, trois quatre parties. Tout d'abord, en fait, on va essayer de définir ce qu'est la virilité, qu'est-ce que c'est. Puis on verra un peu les bénéfices qu'elle peut avoir. Et puis dernièrement, on va après aborder plus une partie pratique, comment la mettre en place cette virilité, comment autrement devenir viril à l'échelle individuelle, mais aussi comment à l'échelle sociétale ou même juste du groupe, on pourra mettre en place, et réinstaurer une certaine virilité, en fait. Tout d'abord, les petites définitions, que ce sera les bases. J'aborderai dans une seconde partie des choses un peu plus poussées comme, les bénéfices, l'état actuel de la virilité et cetera. Aujourd'hui, on va se contenter des définitions. Donc la définition de la virilité pour moi. Donc là, pour moi, la virilité, c'est une qualité regroupant les caractéristiques propres à l'homme idéal, l'homme supérieur, et ceci aux yeux d'une culture, donc l'homme idéal aux yeux d'une culture. Donc c'est un concept propre à chaque culture. Ce concept permet ainsi de définir l'idéal masculin et son inverse. On peut ainsi dresser une classification utilisée par les hommes entre eux pour se comparer, mais aussi par les femmes afin de choisir le meilleur partenaire, même si la virilité n'est pas le seul paramètre pris en compte dans la sélection du partenaire. Et même aux yeux de la société, c'est un critère de sélection des individus, c'est-à-dire elle permet de dresser une hiérarchie des individus. On peut aussi ajouter que la virilité inclut l'inné. L'inné, en fait, c'est la masculinité. Elle oriente l'instinct masculin vers le meilleur pour la société. On peut dire en cela que la virilité est une masculinité domestiquée, un terme assez connu. On pourrait même nuancer que si c'est un concept culturel, c'est aussi un concept individuel, parce que justement c'est une notion... on peut avoir sa propre définition de la vérité, justement celle que j'expose ici, mais qui me paraît plutôt logique. Enfin, non, là c'est la définition de ce que c'est la vérité, c'était ça. Après, les traits que regroupe la vérité peuvent varier selon les cultures. Bon, il y a quand même des grandes constantes, et ensuite, selon les individus, ça peut aussi varier. Mais normalement, c'est la culture qui définit ce qu'est la vérité. Ensuite, la masculinité, qu'est-ce que c'est? Bon, je la définis comme étant les caractéristiques physiques, biologiques, propres à l'homme. Par exemple, la musculature, le pénis, la barbe, mais aussi des traits plus psychiques. Bref, c'est les traits innés masculins. La masculinité, en fait, se mêle à la virilité dans presque toutes les cultures, pour ne pas dire toutes. La masculinité apporte des bénéfices que la virilité reprend à son compte. C'est-à-dire que de base, dans les groupes, de la nature, la masculinité apportait des choses en fait au groupe. On pourrait presque dire qu'à l'époque, en fait, que la virilité, souvent, elle est innée, elle se, elle se forme naturellement parce que justement, elle apporte une fonction au groupe. Euh, donc en soi, qu'est-ce que c'est la masculinité? Dans ses aspects plutôt désirables. Ça va être une force physique supérieure à celle de la femme, une résistance au choc psychique supérieur. Donc ça, c'est à voir, mais j'ai eu quelques sources scientifiques, hein, qui me permettent de constater que c'est vrai. Et on sait par exemple que c'est très connu dans les sciences sociales et la science médicale, que les femmes sont plus sensibles, enfin il y a plus de tentatives de suicide chez les femmes, il y a plus de dépression, etc. Alors après, est-ce que c'est dû à la culture, par exemple, parce qu'elles auraient plus de charge mentale et autres? Peut-être, hein. Mais peut-être qu'il y a aussi une notion plus de tout simplement de différents niveaux de résilience psychique entre les hommes et les femmes. On sait que les hommes, ça c'est sûr, par contre, qu'ils ont une agressivité supérieure. Il y a aussi plus de prise de risque chez les hommes, ils sont plus impulsifs, ce qui peut être bénéfique, hein. C'est pas du tout à critiquer, même si on sait que les hommes ont quelques années d'espérance de vie en moins que les femmes, en grande partie dû à ce problème-là. Autre caractéristique masculine, la défense de ses proches. Bien sûr, les femmes le font aussi, mais disons que les hommes sont peut-être plus propres à assurer la défense du groupe. Dans le sens où déjà ils prennent plus facilement des risques, et dans le sens où il y a peut-être une autre notion, qui est qu'ils sont plus prêts à se sacrifier pour leur famille, pour leur tribu. Je suis pas sûr du caractère inné de cette chose-là. Il y a un truc qui est sûr, c'est sûrement que l'homme a plus de propension que la femme à se tuer pour ses enfants. Parce que la femme doit rester en vie pour pouvoir les éduquer, pour pouvoir se reproduire. Un homme est plus sacrifiable que la femme dans un groupe. Parce que c'est elle qui assure le renouvellement du groupe.
Donc oui, il y a sûrement une notion, alors la notion de sacrifice, du coup, j'ai encore des doutes là-dessus. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse plus de recherches. Mais j'ai quand même l'impression que les hommes sont de tout temps sont quand même plus sacrifiés que les femmes. On sait que, par exemple, les métiers difficiles sont faits par les hommes. Ceux qui vont à la guerre, ce sont les hommes aussi. Donc il y a sûrement une notion de sacrifice justement là-dedans. On sait aussi, ça c'est très, très intéressant et très, très pertinent dans l'organisation sociale qu'on veut avoir plus tard. On sait que les hommes ont des intérêts plus poussés que les femmes pour, tout ce qui est compréhension du monde, modification du monde, conquête et cetera. Ils ont un attrait pour, en fait, tout ce qui est matérialité, en fait. Hem Et cet intérêt est associé aussi à des compétences sûrement supérieures. Donc les compétences supérieures dans, l'orientation spatiale, ça on sait que c'est acté, hein, les sciences sociales l'ont montré. La logique mathématique, c'est un peu moins sûr. Mais par exemple, aussi un autre truc, de psychologie qui est assez connu, c'est le fait que les hommes et les femmes abordent les problèmes différemment. Les hommes, l'abordent ont ce qu'on appelle un coping centré sur le problème, c'est-à-dire qu'ils font face à un problème en agissant directement dessus. Alors que les femmes ont ce qu'on appelle un coping centré sur l'émotion. Elles vont plutôt, enfin, c'est les grandes tendances bien sûr toujours. Mais en grande tendance, du coup, elles vont, avoir un coping centré sur l'émotion qui consiste à rechercher du soutien social, à exprimer leurs émotions en fait pour, relâcher la tension qui est due au problème. Donc c'est à quelqu'un d'autre après de gérer, ce problème-là en question. Voilà, donc en fait, ça, le fait que quand même les femmes et les hommes aient des intérêts différents, on sait que les femmes, elles ont plus d'intérêt pour, tout ce qui est, santé, éducation et cetera. En fait pour elles ont plus d'intérêt pour, dans le fait de prendre soin des autres et dans le fait d'éduquer, de materner. C'est pour ça qu'on se retrouve avec 80-90 de femmes à l'éducation nationale, avant le collège. C'est pour ça aussi que le taux de femmes dans les métiers d'infirmières, d'aides-soignantes, même de médecins, est énormément élevé. Donc déjà les aides-soignantes et les infirmières, c'était déjà acté, mais maintenant les médecins, on sait qu'en France, il y a bien dans les nouvelles générations de médecins, par exemple, il y a 60 de femmes et ça continue d'augmenter. Et c'est comme ça dans tous les pays, on va dire civilisés. Voilà, voilà. Et bien c'est tout. J'ai aussi noté qu'il y a peut-être une volonté de domination supérieure chez les hommes. J'en suis pas si sûr. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, en fait, c'est que les femmes et les hommes ne mettent pas en place leur hiérarchie de la même façon. C'est-à-dire que les femmes vont avoir une hiérarchie plutôt basée sur euh, l'atteinte à la réputation des autres femmes, d'où l'intérêt des ragots, des réunions, enfin des regroupements. Elles sont très très sociables et donc c'est par les jeux de, on va dire, les jeux de société, on va dire. Enfin, comment dire, c'est pas le bon terme, mais les, les jeux au sein des relations sociales vont faire qu'elles vont plus ou moins se hisser haut dans la hiérarchie, en plus de leurs caractéristiques innées qui sont par exemple la beauté, etc. Alors que les hommes vont plus établir une pyramide hiérarchique à travers la violence, ou le caractère dominant, le caractère leader, etc. Le caractère à fédérer des foules autour de soi, par exemple. Donc oui, elles ont deux. Et donc je pense quand même que c'est plus important pour l'homme de dominer que pour la femme. Je pense que bien sûr la femme a aussi une volonté de domination, comme tout être vivant, parce que le fait de dominer lui apporte des avantages évolutifs. Mais disons que la domination enfin, le fait d'être dominant chez un homme avait beaucoup plus d'avantages évolutifs que pour une femme, ce qui faisait sûrement que l'homme a beaucoup plus de propension à vouloir dominer les autres. D'où le fait qu'ils aient une hérédité supérieure, une ambition parfois supérieure aussi, je pense. Et voilà. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, hein. Ça a des bons aspects comme des mauvais aspects, hein. Tout ça, faut le prendre avec nuance, c'est-à-dire que tout ça de facettes, on va dire. L'agressivité est bonne, mais peut être aussi mauvaise si elle est mal gérée. La prise de risque peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Le fait de se sacrifier peut être bon comme être mauvais. Le fait de vouloir dominer peut être bon comme être mauvais. Tout l'intérêt de la virilité, c'est de diriger ses instincts vers des formes civilisées, c'est-à-dire transformer l'agressivité en ambition saine, sans vouloir détruire les autres. La virilité consisterait aussi par exemple à orienter la prise de risque sur des choses pertinentes, c'est-à-dire ne pas se mettre soit en danger, par contre prendre des risques pour innover, pour défendre sa patrie, par exemple, sans non plus aller jusqu'à se tuer. Vouloir dominer, c'est aussi important, parce que
On veut dominer, on a de l'énergie, on est dynamique. Pour dominer, il faut avoir des tripes, donc tu te bats en fait. Et ce combat mène forcément à produire des choses intéressantes. Là encore, l'enjeu pour la vérité et pour la société, c'est du coup d'orienter cette volonté de domination dans le bon côté. Donc voilà, là j'ai fini avec les bases, j'ai un peu digressé, mais masculinité c'est les caractères innés masculins. La virilité, ça va être l'homme idéal selon la société. Et ça prend souvent en compte, enfin ça prend tout le temps en compte, les caractères innés masculins. Parce que en fait, la virilité va utiliser les spécificités masculines pour les mettre à profit. L'homme est plus fort, donc on va utiliser cette force pour la société, par exemple. Comme la féminité est aussi un idéal féminin véhiculé par la société pour que la société puisse perdurer et aller dans le meilleur chemin. Voilà. Donc je digresse toujours, mais je m'arrête là. Donc la prochaine partie, ça sera sur le constat actuel et une vision un peu plus élargie de ce que c'est la vérité. Voilà pour tout. Voilà, c'est tout pour le moment.